Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo donc à propos du coronavirus et de la désinformation qui peut circuler à ce propos. Donc en particulier, nous souhaitons réagir au film prétendument documentaire Hold Up qui a été publié récemment et qui a rencontré une audience importante. Donc nous prenons cette occasion pour discuter de la diffusion d'informations sur le coronavirus, comment démêler le vrai du faux et donc éviter les canulars et la désinformation. Donc pour cette table ronde, je suis avec Thierry et Arthur. Si vous voulez bien vous présenter, Thierry. Oui, je suis Thierry, étudiant en Master 2 de psychologie. Voilà, j'ai été invité par Erwan pour discuter de ça et sinon je me renseigne énormément sur la pensée critique et la pensée conspirationniste. Merci. Arthur. Moi, je m'appelle Arthur Cousson. Je suis étudiant en Master 2 écologie évolution et avant ça, j'ai fait une formation plutôt orientée microbiologie et j'ai biologie moléculaire. On m'intéresse pas mal à la question de tout ce qui est épidémie, émergence des maladies, émergence de zoonoses, par rapport à nos relations aux populations animales que l'on cultive. Et je suis également, tout comme Thierry et Erwan, un féru d'esprit critique et je m'intéresse beaucoup à la zététique. Et j'aime donner des armes aux gens pour éviter de tomber dans des pièges qui sont tendus par des personnes malhonnêtes. Merci. Donc, quant à moi, je suis Erwan Salar. J'ai un master de virologie et entre les mois de mars et de juin dernier, j'ai collaboré avec d'autres chercheurs donc sur le SARS-CoV-2, donc avec des études notamment avec d'une part sur les candidats notamment, contre le nouveau coronavirus et d'autre part sur l'origine de ce dernier, donc ce qui a notamment donné lieu à un article scientifique publié dans la revue Medicine Science. Euh, voilà pour le tour de présentation. Donc maintenant, Arthur va vous présenter un peu donc, ce nouveau film Hold Up sur le coronavirus qui a été publié cette semaine. Oui, alors, je fais le partage tout de suite. Voilà, vous voyez correctement? Oui. Donc voilà, c'est alors cette petite présentation dont on va essayer de discuter, Erwan, Thierry et moi, nous l'avons intitulé Conspirationnisme, désinformation, obscurantisme, avec le cas d'école du film Hold Up, réalisé par Pierre Barnérias. Donc un petit peu de contexte pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de ce produit médiatique. C'est donc un petit film qui se prétend révéler un complot mondial autour du coronavirus avec pour but de ce complot mondial de mondialiser la gouvernance des peuples, de les manipuler dans l'ombre, de gérer leurs actions, de détruire leurs forces de pensée, de les obliger à porter des masques pour les déshumaniser, ce genre de choses. Donc on est vraiment sur un média qui va mélanger tout et n'importe quoi, qui va faire parler des spécialistes qui n'en sont pas, des spécialistes dont on déforme les propos, des phrases sorties de leur contexte, des graphiques qui n'ont rien à voir avec la façon dont on en parle. Voilà, donc, un véritable cas d'école qu'on va essayer de décortiquer rapidement. Donc, on va pas non plus complètement s'attarder sur les arguments fallacieux qui sont employés dans ce film, puisqu'il y a déjà des médias de qualité qui l'ont fait avec brio. Donc ici, par exemple, Le Monde, ici Libération, ou encore ça, c'était Science et Avenir, la revue Science et Avenir, voilà, qui étudie quelques points qui sont abordés dans ce film et qui le démontrent rationnellement. Donc, on vous mettra les liens en description si ça vous intéresse. Donc, je pense qu'ici, Erwan, Thierry et moi-même, on a déjà été confrontés à des vidéos conspirationnistes ou à des exposés fallacieux.
et je pense comme une grande part de la population qui a accès à Internet. Donc ici, bien qu'on ne soit pas les premiers à en parler, encore une fois, on vous proposera des gens qui en parlent mieux que nous dans la description. Et on aimerait vous faire un petit topo, un petit rappel sur des éléments de discours qui devraient tout de suite vous mettre la puce à l'oreille sur s'il s'agit d'un exposé fallacieux. Donc peut-être avant de vraiment voir les points, Erwan, Thierry, est-ce que vous avez éventuellement des retours? Est-ce que vous êtes déjà fait avoir par des exposés fallacieux, des thèses conspirationnistes, et comment est-ce que vous en êtes sortis? Oh bah oui, évidemment. Moi, même récemment, hein, je pense tout simplement euh, bah, au coronavirus et à la masse d'informations qui nous est tombée dessus. Forcément, on est obligé de croire certaines choses. Et puis en plus, le domaine médical comme moi du tout. Enfin, il y a lesquels on sait plus quoi se poser, enfin, sur quoi se pencher, sur quoi croire en fait. Et c'est là où la zététique est intéressante, douter et puis suspendre son jugement. Mais c'est pas évident. Quand on est sur le virus, quand on désomme dans le mât, enfin, c'est tellement ridicule et tellement gros que peut se poser la question, quoi. Est-ce que c'est vrai? Qui a mis ça? Voilà. Je pense à ça notamment. Merci. Erwan, peut-être un ressenti? Alors de mon côté, j'ai pas souvenir d'être vraiment tombé dans le complotisme à un moment, mais enfin, c'est sûr que pour en revenir enfin, à propos de ce que disait Thierry, c'est surtout au début de la pandémie, euh, quand on avait encore peu d'informations, ça, euh, oui, on avait du mal à se faire une idée. Et j'ai, par exemple, pendant un bon moment, en fait, pendant les mois de janvier et de février, je m'étais peu intéressé au coronavirus, enfin, jusqu'à ce qu'il y ait un confinement. Donc j'étais en Italie, c'est arrivé plus tôt qu'en France. Mais ouais, jusqu'au début du confinement, je m'étais pas, je m'étais plus intéressé à la question et je prenais ça à la légère en fait. Et puis bon, en fait, c'est vraiment fin février, début mars euh, quand les chiffres des infections ont commencé à augmenter que là, je me suis vraiment penché sur le sujet et où je me suis aperçu effectivement que c'était une maladie grave et une pandémie qui se répandait vite. Euh, et bon, du coup, enfin, si j'avais été au gouvernement, euh, ça aurait posé problème parce que là, il faut réagir en avance, en anticipation. Et donc, ça illustre toute l'importance bah, de s'intéresser très largement, de rester très ouvert d'esprit et de s'informer sur, euh, sur les différentes questions. Et bon, ben, pour ma part, moi, notamment quand j'étais au lycée, ben, je consommais beaucoup d'internet, de vidéos, de choses pas forcément sourcées. J'avais pas toutes les armes de la zététique, ni encore de la réflexion scientifique. Et je me souviens d'avoir pas mal douté sur des questions qui vont faire sourire et peuvent paraître absurdes, mais comme des théories comme les chemtrails ou des choses comme ça, ou sans adhérer, sans défendre la thèse, là, genre, mince, mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Comment ça se fait? Et en fait, moi, je pense que la pensée critique en tant que telle, l'outil zététique, est vraiment né en réponse aussi à tout ça, ces informations qui sèment le doute, qui perturbent la rationalité. Donc, je suis très content qu'on m'ait enseigné la zététique à l'université et que de m'avoir permis de développer mon esprit critique par la suite. Donc, si vous êtes d'accord, une petite liste de quelques éléments qui, vous, spectateurs aujourd'hui, devraient absolument vous mettre la puce à l'oreille si vous tombez face à ce genre de discours. Alors, tout d'abord, est-ce que la vidéo que vous regardez possède une musique stressante? Si oui, c'est un problème, puisque la musique stressante, comme on va voir dans les films d'horreur, par exemple, joue sur les notes aiguës. Et les notes aiguës, on sait qu'elles entraînent des réactions de stress, de peur chez les humains parce qu'elles sont proches des cris des bébés. Donc elles ont un véritable impact physiologique et peuvent vous faire perdre de la rationalité artificiellement.
Donc déjà, s'il y a de la musique de ce type-là, vous devez vous méfier encore plus qu'à l'accoutumée. Qui sont les experts que l'on interroge? Alors, pour ce qui était du film Hold Up, on a interrogé des pharmaciens, des chauffeurs de taxi, des sages-femmes, des homéopathes, voilà, toute une corde de gens. Bien sûr, il y en avait d'autres avec des termes aussi plus respectables, mais qui sortaient parfois de leur domaine de compétences. Donc, attention, qui est-ce que l'on interroge? Est-il compétent sur la question qu'on lui pose? Voilà. Après, si on vous présente des chiffres ou des graphiques, faites pause. Regardez-les, les chiffres. Regardez s'ils sont sourcés. Est-ce qu'on est d'où ils viennent? Est-ce qu'on a lu correctement les axes des graphiques? Est-ce qu'on a correctement lu les légendes? Voilà. Est-ce qu'on compare deux graphiques qui ont des axes similaires et comparables? Ou est-ce que non? Est-ce qu'on a une échelle logarithmique? Voilà, tout un tas d'objets, j'ai presque envie de dire mathématiques, de présentation de la donnée qui sont importants à avoir en tête lorsque l'on nous présente des informations afin d'éviter d'être submergé. Après, bien entendu, ça va quelque part de pair avec la musique stressante, mais quel ton est utilisé dans la discussion? Est-ce qu'on a affaire à des arguments qui vont concerner plutôt l'affect ou plutôt l'intellect? Auquel cas, voilà, si on a de la musique stressante plus des arguments sur l'affect qui dit qu'on va enchaîner vos enfants, les faire vivre dans des dictatures de masse ou des choses comme ça, bon, attention, on prend ses distances, on réfléchit. Voilà, toujours dans la même lignée, la rhétorique, quels sont les arguments utilisés? Est-ce qu'on a des aggradations? Est-ce qu'on a des accumulations d'arguments qui vont jouer sur l'affect? Ce genre de choses devrait également mettre la puce à l'oreille, puisque le discours scientifique ne fait pas appel à l'affect. Je me permets de le rappeler, et je pense que c'est toujours bien, il n'y a pas d'affect dans le discours scientifique. Le discours scientifique n'est ni moral, ni n'a d'impact dans le monde émotionnel. Nous étudions des faits, on mesure et on tire des conclusions. On ne dit rien sur l'éthique avec des résultats. On ne dit rien sur les décisions politiques avec des résultats. Les résultats sont des résultats. À eux d'être utilisés correctement par les gens qui ont du pouvoir derrière. Voilà. Et quelque chose qui est omniprésent dans le discours conspirationniste, c'est que les propos ne sont pas mesurés. Dans un discours scientifique, vous avez toujours, on contrebalance ce que l'on dit. Ah oui, alors les données tentent à dire ceci, on pourrait penser cela, mais on n'est jamais oui ou non, on n'est jamais tranché et décisif. Ça, c'est, si vous voyez un discours tranché et décisif, vous avez peu de chances qu'il soit scientifique. Donc pour continuer, voilà, j'ai fait le petit jeu tout à l'heure avec Erwan et Thierry. Je vous mets cette petite définition qui est l'opposition à la diffusion de l'instruction, de la culture, au progrès des sciences et à la raison, et en particulier dans le peuple. Donc voilà, je vous laisse réfléchir sur quelle pourrait être cette définition qui colle étonnamment bien au discours conspirationniste habituel. Eh bien, il s'agit de la définition d'obscurantisme, voilà, selon le dictionnaire Larousse, dernière édition. Et vous voyez bien que l'obscurantisme, de ce que vous savez de vos cours d'histoire, de vos livres d'histoire, ça n'a jamais été une chose bonne pour l'humanité. On a toujours tué des innocents, on a réduit à néant des esprits brillants. L'obscurantisme, on n'en veut plus au XXIe siècle. Et donc, peut-être avant de passer sur ma dernière petite partie, c'est pour savoir effectivement si les mesures sanitaires non pharmacologiques ont eu un impact bénéfique ou pas sur l'avancée du coronavirus. Est-ce que peut-être Erwan ou Thierry, vous avez quelques mots à nous partager? Est-ce que tu peux revenir donc 2 slides avant, s'il te plaît? Donc, bien sûr. Avant encore? Oui. Donc alors, Arthur vous a présenté rapidement donc, comment reconnaître un exposé fallacieux. Et je pense que maintenant, on peut élargir un peu au-delà des vidéos que vous pourriez trouver à la télé ou sur YouTube ou autre part sur Internet. De rappeler dans tout type de discours que vous recevez comment essayer de démêler le vrai du faux. Pour ça, l'important, ça va être de se baser sur la méthode scientifique pour distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est possible, mais pas sûr, donc ce qui est étayé seulement dans une certaine mesure dans lequel il reste des zones d'ombre.
les principes généraux de la méthode scientifique vont être de se poser des questions, des hypothèses, et ensuite d'aller rechercher des faits qui vont pouvoir nous donner des informations sur ces hypothèses. Donc on va comparer les données qu'on reçoit, donc ce que vous pouvez écouter dans ces discours, avec les autres faits que vous connaissez. Et donc vérifier à chaque fois s'ils ont été obtenus avec le moins de biais possible, pour que les conclusions qu'on en tire puissent être solides et valables dans le cas considéré. Et donc, à la fin, cette comparaison des différents faits va permettre de donner une conclusion qui devra, comme Arthur l'a rappelé, toujours être mesurée. Donc, par exemple, dans les discours complotistes, on entend souvent telle personne a fait une erreur ou bien n'avait pas encore obtenu tel résultat à un certain moment, et ils vont généraliser ça à un complot qui impliquerait l'ensemble des scientifiques, plus les industriels, plus les politiciens. Donc, alors que donc, si on a une critique qui s'adresse à une seule personne, c'est souvent quelque chose de raisonnable, de pas forcément vrai, mais en tout cas qui fait partie d'un discours rationnel et argumenté. Mais si on a une généralisation excessive, là, on sait qu'on tombe dans la désinformation. Oui, un truc que je pourrais ajouter aussi, c'est effectivement sur l'aspect des exemples eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on donne des exemples précis qui sont réels. Et donc, on peut, à partir de là, comment reconnaître quelque chose qui est fallacieux de quelque chose qui est factuellement vrai. Je pense notamment, du coup, dans ce film Hold Up, à cette erreur du Lancet, effectivement, qui a publié un article qui s'est révélé faux. Ils en font toute une montagne pour montrer à quel point l'hydroxychloroquine fonctionne absolument et à quel point c'est vrai et tout ce que dit, enfin, Eddie Raoult est notre héros. Le problème, c'est qu'en fait, ils ne donnent aucun autre exemple. Et ils font un cas de vérité et un cas d'école sur une chose, en occultant absolument tout ce qui a été fait à côté. Et donc là, effectivement, on est également face à quelque chose de fallacieux. On induit une erreur à partir d'un fait qui est vrai. Mais par contre, on va occulter, par exemple, le fait que le Lancet se soit excusé et reconnu son erreur. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, je pense qu'il faut rappeler que le débat fait partie du processus de recherche scientifique. Que là, effectivement, beaucoup de gens, pendant la pandémie, ont dit les scientifiques nous donnent des informations contradictoires, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, bon, que fait la science, que font les scientifiques? Et je pense qu'il faut rappeler que les scientifiques ne sont pas des magiciens, que les travaux scientifiques prennent du temps, et qu'en général, donc, on a tous ces débats qui se passent à huis clos en quelque sorte. Le public n'est généralement informé que quelques mois, quelques années après, une fois que les données sont plus stables, ont été étudiées et relues et donc corrigées autant que c'est nécessaire, et où on peut vraiment avoir une conclusion solide. Alors que là, donc dans la pandémie, à cause de l'urgence, on était forcé de présenter des données préliminaires, des conclusions dont on n'était pas encore sûr, et ça a été assez mal compris par le public. On a aussi un petit peu mis le grand public en fait presque au cœur du processus d'acquisition de savoir scientifique, et là où en fait il n'a pas les armes, il n'est pas habitué, il ne comprend pas, le grand public ne comprend pas qu'on dise tout et son contraire sur une même journée, que les experts ne soient pas d'accord les uns avec les autres, que les avis divergent, et les gens prennent ça pour un signe de faiblesse, alors qu'en fait je pense qu'il est aussi bon de rappeler que c'est bon signe. C'est bon signe de ne pas avoir tout le temps tout le monde qui penche du même côté immédiatement sans même réfléchir, d'avoir de la discussion, de l'échange d'informations, de conclusions, d'observations.
c'est comme ça que fonctionne le processus scientifique et c'est un signe de bonne santé. D'où l'importance de l'esprit critique pour pouvoir ne pas tomber trop vite dans des conclusions hâtives et pouvoir démêler ce débat qui est parfois complexe. Absolument. Oui. Et d'où l'intérêt aussi d'écouter des gens qui sont dans leur domaine de compétences, qui parlent dans leur domaine de compétences, et pas n'importe qui parle sur n'importe quoi. Typiquement, Étienne Klein avait parlé de cette étude. Êtes-vous pour ou contre l'hydroxychloroquine? Et en fait, il n'y a que 30% des gens interrogés qui ont répondu je ne sais pas. Les autres étaient soit pour, soit contre. En fait, les gens qui étaient interrogés ne pouvaient pas savoir et ils écoutaient juste les gens qui pensaient avoir raison. Et là, il s'agit de comprendre comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait et comment est-ce qu'on, à qui est-ce qu'on fait confiance, dans quel domaine de compétences en fait. Voilà. Pour rappeler rapidement ce qu'on sait justement sur l'hydroxychloroquine, donc la tempête médiatique a commencé dès le mois de mars et en fait on a commencé à avoir des vrais résultats tangibles qu'à la fin du printemps. Et donc il y a eu ces études dans le Lancet et ensuite d'autres études sur un très grand nombre de patients qui étaient suffisants pour tirer des conclusions vraiment solides, qui n'ont pas détecté d'effets significatifs de l'hydroxychloroquine, mais donc ce qui indique que donc les effets de l'hydroxychloroquine, s'il y en a, vont être très faibles, mais il reste toujours possible que si on étudie un nombre de patients encore plus élevé, on découvre un minuscule effet qui soit quand même significatif. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, alors qu'au contraire, on a de nombreux cas d'effets secondaires qui, en particulier si l'hydroxychloroquine est combinée à l'azithromycine, donc ça c'était le traitement proposé par le professeur Raoult. Et donc ce traitement s'est révélé de manière significative, donc donner des effets secondaires. L'hydroxychloroquine seule, ce n'est pas encore sûr. Et effectivement, encore aujourd'hui, presque un an après le début de la pandémie, on n'a pas encore toutes les informations pour trancher de manière absolument définitive. Après, quand je parlais de comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait, c'est même d'un point de vue général. Comment est-ce que je sais que l'information que j'ai est vraie, ou est-ce que, au contraire, je me suis laissé aller aussi à mes émotions, à mes sentiments, ou est-ce que quelqu'un qui pense un peu comme moi je pense l'a dit, malgré le fait que cette personne-là n'est pas forcément dans son domaine de compétence. Et la science, c'est aussi penser contre soi et avoir cette humilité-là de reconnaître quand on s'est trompé dans un cas qui est très complexe de penser comme ça. Ça fait mal à l'ego, c'est vrai, c'est désagréable. On n'aime pas accepter qu'on a faux, qu'on s'est trompé, que notre instinct avait tort. C'est inadmissible. Et c'est pour ça que le métier de scientifique est difficile. Ouais. Et c'est pour ça que pour continuer à filer cet exemple de l'hydroxychloroquine, pourquoi la majorité des gens avaient envie que ce traitement fonctionne. Effectivement, on est tous enfermés chez soi, on n'en sort pas, on n'en voit pas le bout. C'est quand même plus sympa de se dire ça y est, on a trouvé le traitement, plutôt que de se dire il va falloir encore attendre. Et c'est là où justement le danger est là. L'exposé fallacieux peut vite arriver là, à ce moment-là. Et j'ai peut-être une petite question pour toi, Thierry. Peut-être tu peux nous éclairer là-dessus, de par ton champ d'action disciplinaire. Lorsque l'hydroxychloroquine a été proposée par le professeur Raoult au printemps, tout le monde était prêt à se jeter dessus sans études ou malgré des études qui discutaient vraiment les effets, des choses comme ça. Et là, aujourd'hui, on a depuis une semaine, 10 jours, annoncé un éventuel vaccin. Et lorsque des grands journaux, donc je pourrais retrouver la référence que je mettrai en description, font un sondage pour savoir si les gens seraient volontaires pour prendre ce vaccin, beaucoup de gens répondent, alors j'ai pas de chiffres parce que j'ai pas regardé les chiffres, mais j'ai vu dans les commentaires par exemple que beaucoup de gens répondaient très fortement négativement. Non, je ne suis pas un cobaye, il faut des tests d'abord. Moi, voilà, je peux pas, ça me fait beaucoup rire, c'est pas bien, mais
est-ce que ce sont les mêmes personnes qui disent ces choses-là? Est-ce que ce sont deux populations différentes du fait que l'on voit beaucoup de monde sur les réseaux sociaux? Un petit avis peut-être Alors, moi, je pense qu'il y a plein de questions dans ta question en elle-même. Et en tout cas, il y a plein de manières d'y répondre. Mais la première, c'est déjà rien que sur le côté conspirationnisme. On voit que les gens qui disaient au départ la maladie est très grave quand tous les scientifiques au début pensaient que, enfin, ou tout le monde en tout cas pensait que c'était une petite grippe, sont les mêmes en fait qui après pendant le confinement ont dit que les hôpitaux étaient vides et qu'il y avait absolument aucun danger. Et puis même, quand on regarde Hold Up, le film vient expliquer que la maladie n'est quasiment pas mortelle, pour ensuite expliquer que énormément de soignants sont en train de mourir parce qu'on interdit l'hydroxychloroquine en France, pour ensuite expliquer à nouveau que la maladie n'est pas mortelle. Enfin, on n'est pas à une contradiction près là-dessus, et on peut tout à fait se contredire quand, en fait, il s'agit simplement d'aller vers un mode de pensée voilà, typiquement la pensée conspirationniste anti-élite en fait, comment on appelle ça, anti-gouvernement. Comment, Erwan? Anti. Système avec Oui, c'est ça. doit être très vague. Ouais, On ouais. est coupable de tout, mais Mm. pas, C'est pas exactement ça. Et du coup, pour garder cette pensée et donc rester dans ce biais cognitif, en fait, c'est pas grave de se contredire. Au contraire, justement, ça vient qu'alimenter nos idées. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Alors, j'ai pas d'article là, mais en tout cas, vous allez vers différentes vidéos, notamment les tronches en live, vous trouverez facilement ce genre de sources. Et il y a une autre chose aussi, c'est qu'il y a une différence entre le médicament, hydroxychloroquine, et un vaccin. Et les vaccins, on sait que surtout en France, ils ont quand même très mauvaise cote. Et donc, on n'est pas sur le même traitement. Et je pense que ça joue énormément. Un vaccin, aujourd'hui en France, voilà, on vient expliquer que non, non, j'ai pas envie de me faire vacciner. Je préférerais plutôt que mon système immunitaire naturel agisse de lui-même. Alors, on a ce genre d'idée, par exemple. C'est très facile à trouver. Alors là, c'est plutôt Erwan qui pourra répondre, peut-être toi aussi, Arthur, sur ce genre d'arguments qui sont complètement absurdes et qui ne comprennent pas le sens du vaccin. Mais en tout cas, le mal est là en France sur le vaccin. Il y a une défiance absolue de la population. Hein, ça, c'est évident. Et je pense que ça joue énormément. Et Mais donc, ça merci. peut tout à fait être les mêmes. Ça peut tout à fait être les mêmes. D'accord. Voilà. Après, je ne sais pas. Il faudrait des études plus poussées Bien là-dessus. sûr, bien Je ne sûr. peux pas deviner. Bon, du coup, je vous propose qu'on regarde peut-être cette petite étude rapidement, cette petite étude Ouais. de Thierry Wirth et de ses collègues sur les effets d'éventuelles interventions non pharmaceutiques sur la diffusion du SARS-CoV-2. Donc, c'est une étude qui a été récemment publiée au 5 novembre, je crois, dans la revue, je ne sais plus, c'est Elsevier, je l'ai plus en tête, mais vous avez la référence ici. Mais Et donc, c'est pas encore publié dans une revue. On a le préprint, donc c'est en quelque sorte le brouillon qui est en cours d'étude par les éditeurs. en cours de revue par les pairs? Oui, j'ai l'impression que c'est ça. D'accord. En question. Enfin, pour cet article. D'accord. Ok, il me semblait qu'il avait Donc, été. donc on explique bien du coup que c'est un article qui pourrait sortir, mais que pour l'instant, il est en cours de revue, donc il n'est pas à 100% certain. Donc il faut pour l'instant le prendre comme tel. C'est ça. Bien, C'est ça. voilà. Alors, Arthur, Ouais, c'est ça. on n'est Vous avez pas- absolument raison. Il faut le Which prendre is avec not un peu de recul. certified. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là, parce que j'ai changé de Oui, PDF. on voit. Mais vous êtes Ouais. sur le PDF de l'article et effectivement, vous avez raison. Which was not certified by peer review. Donc, Donc, on le prend avec des pincettes encore. Absolument, absolument. Très bien. Donc, les conclusions préliminaires de cette étude sont, dont on va détailler un petit peu plus la méthodologie dans quelques minutes, c'est que les deux mesures sanitaires non pharmaceutiques qui ont eu le plus d'impact, qui auraient le plus d'impact sur la diffusion du virus,
serait évidemment le confinement à la maison, ainsi que la fermeture des écoles, education lockdown, avec des réductions de les capacités de reproduction du virus de 35% et 26% respectivement pour ces deux mesures. Donc comment est-ce qu'on obtient des chiffres comme ça? En fait, ils sont partis de données génétiques d'un peu plus de 5000 souches virales. Et à partir de ces données génétiques, ils ont pu, par des méthodes d'analyse que l'on appelle de coalescence, déterminer comment la démographie avait pu évoluer dans le temps, indépendamment des véritables mesures démographiques du virus, pour voir si ça s'accorde. Et en comparant ainsi différents pays, on peut éventuellement essayer de comparer des mesures sanitaires qui ont été faites différemment dans différents pays. Donc ici, vous avez encore une autre synthèse de ces éventuels impacts qu'ils ont pu estimer dans le modèle obtenu par cette méthode de coalescence, dont on voit encore une fois qu'ici c'était bien le confinement à la maison et la fermeture du système scolaire qui engendrait la plus grande réduction de reproduction virale. Après, bien sûr, les rassemblements avec beaucoup de personnes, le voyage international ou encore la fermeture des espaces de travail avec des impacts bien évidemment non négligeables. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette petite présentation. Et même si effectivement cette étude était encore elle aussi à prendre avec des pincettes, ce qui serait quand même le comble qu'on ne la prenne pas nous avec des pincettes, il y a des impacts positifs aux mesures sanitaires qui ont été prises. Ils existent, ils sont quantifiables. Ils ont été quantifiés par différentes façons. Vous pouvez le voir par exemple dans les courbes de diffusion du virus. Typiquement, les analyses fallacieuses qui sont faites dans le film Hold Up de certaines courbes de nombre de contaminés ont été très, très bien débunkées par les équipes, par exemple, je pense au Journal du Monde. Donc voilà. De toute façon, si vous voyez quelqu'un sur YouTube qui n'est pas vraiment quelqu'un, qui vous explique que lui, la solution, que tout le monde vous ment et qui vous raconte quelque chose qui ne va pas du tout dans le sens du discours scientifique actuel, ça ne veut pas dire que c'est complètement faux. Mais ça veut dire qu'il faut quand même largement se méfier et mettre des gros barrages d'esprit critique avant d'analyser correctement ce qui a été dit. Donc voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Si vous avez encore éventuellement des choses à dire, Erwan et Thierry, moi je vous écoute. Thierry, si tu as des remarques. Moi j'avais deux questions, parce qu'il y a deux arguments qui sont avancés par le documentaire, qui peut-être ont déjà été débunkés dans les articles que vous avez donnés, je ne sais pas encore, mais peut-être vous pouvez y répondre. Le premier, c'est justement, tu parlais des courbes, il y a une courbe notamment qui m'a marqué. Ils viennent expliquer, voilà, ça c'est la courbe de mortalité sur la période du confinement notamment, mais sur toute la période du SARS-CoV-2 actuellement. Et donc on voit pendant le confinement, hop, ça fait une courbe comme ça avant de redescendre. Et ils disent, voyez-vous, le confinement était censé arrêter la mortalité, pourtant c'est là où il y en a le plus. Comment on fait pour montrer que cet argument-là, justement, effectivement, il y a eu plus de morts pendant cette période-là, mais est-ce que c'est normal ou est-ce que, comme le dit le film, c'est anormal et le confinement n'a pas fait son travail et donc le confinement était dangereux? Erwan ? Oui. En fait, entre l'infection et la mort, il se passe entre 2 semaines et 1 mois, voire un petit peu plus. Du coup, les gens qui sont morts au début du confinement, c'était des gens qui avaient été contaminés avant, alors qu'il n'y avait encore aucune restriction. Et quand on observe ce qui se passe 2 semaines, 1 mois après le début du confinement, donc on observe qu'à partir de ce moment-là, le nombre de morts diminue très fortement. Et donc, ce qui indique que il y a eu moins d'infections à partir du début du confinement. Et puis, le confinement n'a pas été 100% efficace, mais il a quand même été suffisamment efficace pour faire diminuer progressivement le nombre de morts. Ok. Bon, c'est ce que je me disais, hein, mais c'est des petits arguments comme ça qui peuvent tromper. Le deuxième, justement, je trouve que l'argument est intéressant, enfin l'argumentaire qu'ils ont est intéressant, et justement comment est-ce qu'on peut montrer pareil que c'est faux.
Sur les masques. Ils viennent expliquer que les masques, quand on les met, après on les tripote, on les enlève pour fumer. Il y en a qui les enlèvent, ils se font la bise. Hop, on va manger un peu, on va grignoter, on va se gratter un peu le visage sous le masque. Et donc le masque est un nid à microbes. Donc en fait, ça c'est quelque chose que j'ai déjà entendu par contre en vrai. Le masque non seulement est un nid à microbes, donc en fait on peut développer des maladies, mais en plus le fait que tout le monde porte des masques, on va finir par développer des champignons dans les poumons, par exemple, ou parce qu'on va tous développer des maladies différentes à cause des masques, parce qu'on ne va pas respirer le même air. Alors, je sais qu'on respire le même air, je sais que le taux d'oxygène qui passe est le même, mais comment on peut répondre à ce genre de choses? Quels arguments Peut-être, scientifiques? peut-être, si tu veux, moi je peux essayer. Donc ta question est longue et complexe. Oui. Sur le masque, alors c'est vrai que typiquement il y a des arguments très très chocs qui sont utilisés dans le film Lockdown, Mhm. avec une dame âgée qui a une mycose sur le nez, avec une attaque terrible de la chair et tout, avec la forme parfaite du masque posé sur le nez, le début des joues, des gens qui ont de l'acné terrible et tout. Oui, c'est vrai, ça peut déclencher chez des personnes dont l'immunité peut être fragile, typiquement les personnes âgées, des gens qui ont des peaux qui sont un peu à problème, qui vont avoir des facilités à avoir de l'acné, des choses comme ça, oui, c'est évident. Après, de là à ce que ça devienne un problème de santé publique, non. C'est les contreparties qui sont éventuellement des boutons ou des infections chez des personnes âgées au système immunitaire douteux, ça n'a rien à voir avec les limitations de circulation du virus que le masque peut procurer. Après, quelque chose qui est effectivement avancé, c'est ça devient des nids à microbes, on touche et tout, machin. Alors oui, mais encore une fois, par exemple, dans les recommandations gouvernementales, on recommande de porter le masque une seule fois et ensuite de le laver pour un masque lavable. Donc, encore une fois, si on vous dit de vous laver les mains, de laver vos masques et que vous faites que vous lavez les mains et qu'après vous chopez des infections sur le nez, bon, j'ai pas envie de dire on vous l'avait dit, mais il y a un moment, si vous l'avez pas lavé, qu'effectivement vous l'avez tripoté toute la journée, vous avez sué, vous avez pris de la poussière, des choses comme ça, oui, ça devient un microbe, c'est chaud, c'est humide, c'est collé sur une zone qui est fragile, oui, il n'y a pas de, il y a aucune question à se poser là-dessus. Puis aussi, Mais oui, dis-moi. bah, finalement, le masque, c'est un vêtement comme un autre. Il faut le laver régulièrement. Enfin, vos pantalons, vos t-shirts aussi deviennent des nids à microbes avec le temps. Bon, le masque deviendra plus rapidement parce qu'il est au contact du nez et de la bouche. Mais finalement, tous les microbes qui vont éventuellement proliférer dessus, si vous ne le lavez pas régulièrement, c'est ceux que vous avez déjà dans le nez et la bouche euh, au départ ou sur le Mhm. nez. Euh, donc, enfin oui, c'est juste les règles d'hygiène qui s'appliquent à tous les autres vêtements, qui vont aussi s'appliquer pour le masque en plus fortement. Mais bon, les chirurgiens en portent tous les jours, ça ne leur pose pas de problème. Au Japon, par exemple, ça fait déjà plusieurs années que le port du masque est assez généralisé. Les gens ont appris à se débrouiller avec. Euh, Nous aussi, on va apprendre avec le temps et l'expérience. Mhm. Ouais, moi, ça me fait penser à quelque chose. Après, moi, c'est tout ce que j'aurais à dire, mais on connaît tous l'impact de la ceinture de sécurité en matière de sécurité routière, réduction du nombre de morts lors des accidents, etc. Et tout ce qui va avec les concepts de sécurité routière. Il faut se souvenir que la ceinture de sécurité, c'est pas si vieux et qu'au moment de sa mise en place, de sa généralisation et de son obligation, on a eu des manifestations de gens qui ressemblent beaucoup à des anti-masques d'aujourd'hui, hein, qui disent qui disaient que c'était des mesures liberticides, que s'ils avaient un accident, ça allait leur couper la tête ou leur casser la cage thoracique. Donc on aura toujours ce genre de discours. Les populations sont statistiques, il y a toujours des gens qui réfléchissent, des gens qui réfléchissent moins, des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. Et le fait qu'aujourd'hui on ait des médias extrêmement puissants avec des yeux partout fait que on a potentiellement un œil sur toutes ces populations. Et après, il reste à voir comment est-ce que elles sont agencées et présentées. Est-ce qu'on monte une centaine ou quelques milliers de personnes est-ce que l'on traduit quelques centaines de personnes comme représentatives d'une population?
voilà, c'est encore des pièges de zététique dans lesquels, qui ont été largement étudiés en zététique et qui ne peuvent que nous aider dans ce cas-là. Mmh. Donc voilà. Ok. Moi, pour finir, j'aimerais juste amener vers quelques vidéos. La première, c'est celle de Mister Sam, la dernière, sur l'erreur des journalistes. Et en fait, il vient expliquer, selon lui, la difficulté des journalistes à comprendre le monde scientifique, à s'improviser journaliste scientifique et à interroger des gens pour justement avoir des arguments opposés, sans comprendre que les gens qu'ils invitent parfois n'ont absolument aucune expertise dans le domaine dans lequel ils sont invités pour parler. Et c'est assez intéressant comme développement. La seconde vidéo, c'est la dernière vidéo d'hygiène mentale qui vient poser la question de est-ce qu'on peut avoir raison pour de mauvaises raisons. Et je trouve ça intéressant, justement. Je trouve que c'est bien en lien avec notre podcast là. Et la dernière chaîne vers laquelle j'aimerais vous emmener, c'est la tronche en billet, évidemment. Et la tronche en billet, alors pour déjà la tronche en live sur les publications scientifiques. On vient vous expliquer qu'il y a une publication scientifique qui est fausse, mais on occulte toutes les autres. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour déjà comment ça marche la publication scientifique, comment ça s'étudie. On parlait de peer reviewing tout à l'heure, comment ça marche effectivement. Et voilà, ça développe tout ça. Et les autres vidéos, c'est plus des tronches en billets basiques, et notamment celle sur Jean-Dominique Michel qui vient expliquer que quelqu'un qui se prétend expert ne l'est pas forcément. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire attention aux gens qui interviennent dans ce genre de documentaire et qui sont montrés comme experts. Voilà. Merci. Ok. Arthur, un mot pour finir? Non, sapere aude, cultivez votre esprit critique. Bon, alors quant à moi, j'aimerais finir sur un petit rappel de comment se comporter spécifiquement sur les réseaux sociaux. Donc, quand on trouve une information qui nous choque, donc c'est très important de ne pas la diffuser avant d'avoir vérifié, de comparer avec d'autres sources d'informations et d'exercer cet esprit critique dont on a parlé donc pendant cette conversation. Ensuite, donc, si l'on s'aperçoit que le discours auquel on est exposé est une désinformation, c'est important de le souligner dans les commentaires ou dans les autres moyens d'expression que vous avez. Donc c'est probable que les complotistes purs et durs ne soient pas affectés par vos arguments, par les arguments que vous pourrez avancer, mais il y a quand même des gens qui sont juste mal informés sur le sujet, qui pourraient tomber dans les pièges si on ne les aide pas, si on ne leur fournit pas du coup, je pense que nous pouvons mettre fin à cette table ronde là-dessus. Donc, n'oubliez pas de réfléchir à ce qu'on a dit, d'appliquer ces principes d'esprit critique, y compris à ce que nous avons dit dans ce podcast. Donc, merci de nous donner vos retours sur donc, est-ce que ce podcast a été intéressant? Est-ce que vous avez d'autres informations à partager, des discussions que vous souhaitez poursuivre plus loin? Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici et bonne journée à tous.